Présente désormais sur tous les continents du globe, la France n'en a pourtant pas encore terminé avec son ambition coloniale démesurée. À la Chambre des députés, un parti colonial s'est constitué, recrutant au sein de tous les groupes politiques une centaine d'élus favorables par idéologie ou par intérêt aux colonies françaises. Ce parti colonial, dirigé par le député d'Oran Eugène Etienne, est devenu en quelques années incontournable. C'est sous son influence qu'a été menée l'opération de Madagascar, et c'est ce puissant lobby qui s'apprête une nouvelle fois à plonger le pays dans une longue et sanglante guerre impériale. Car il reste encore un territoire africain à conquérir, qui pourrait permettre à la France de contrôler toute l'Afrique du Nord. Le sultanat du Maroc va donc devenir sa nouvelle cible. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz, à l'abri des hauts murs de son palais de Fès, était pourtant parvenu à préserver l'indépendance de son petit pays, poursuivant la politique de ses prédécesseurs qui commerçaient depuis longtemps avec les Européens. Allemands, Français, Espagnols et Britanniques étaient les bienvenus dans le port de Tanger et le long de la côte. Mais dans une tragédie en 3 actes, dont les acteurs seront les puissances européennes, le Maroc va voir son destin lui échapper. Le premier acte débute en 1904, lorsque la France et la Grande-Bretagne décident de solder leurs contentieux coloniaux et de s'allier. Ce que l'on a appelé l'entente cordiale comporte plusieurs protocoles, dont un qui consiste à échanger le droit des Anglais à contrôler l'Égypte contre celui des Français à contrôler le Maroc. Un accord qui exaspère l'Allemand Guillaume II. Le Kaiser fait alors une entrée fracassante dans les rues de Tanger, en 1905, pour soutenir le sultan marocain face aux appétits français. La tension est telle que l'on convoque une conférence internationale à Algésiras en 1906. Mais les Français et leurs alliés parviennent à imposer leur vue aux Allemands. Les Marocains, impuissants, sont alors obligés de céder à la France et à l'Espagne le contrôle des villes côtières de Tanger et Casablanca. Si les deux puissances n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur du pays, elles peuvent désormais déployer leurs troupes le long de la côte, comme elles l'exigeaient. Mais sur le terrain, les Marocains ne vont pas se laisser faire. Lorsqu'en 1907, le croiseur français le Galilée débarque 60 hommes dans la ville de Casablanca, la réaction des tribus berbères est immédiate. Plusieurs soldats français sont tués. En représailles, le commandant du Galilée décide de bombarder Casablanca. Des milliers de Marocains perdent la vie. Le pouvoir du sultan Moulay Abdelaziz ne résistera pas à l'onde de choc. Il doit abdiquer sous la pression de son frère, qui lui reproche d'avoir bradé la souveraineté marocaine à la conférence d'Algésiras. Le nouveau sultan Moulay Abdelhafid pense, lui, pouvoir tenir tête aux Français et aux Espagnols. Il n'en sera rien. Sous la pression du parti colonial, qui pousse à l'annexion du Maroc, et sous le prétexte toujours le même de troubles à la frontière algérienne, la France multiplie les opérations militaires à partir de 1908, s'engageant dans une guerre coloniale de plus de 25 années, sans doute la moins connue de son histoire. Ces opérations sont soutenues par une large majorité de députés, à l'exception notable des socialistes. Leur leader, Jean Jaurès, dénonce à plusieurs reprises à la tribune ces interventions particulièrement violentes. Messieurs,
À mesure que notre intervention au Maroc est plus étendue, plus dure et plus brutale, je me demande avec une angoisse croissante et sincère de quel droit nous portons la guerre et le feu au cœur même de ce pays. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant qui a plus que nous ne l'imaginons la fierté de sa vieille histoire, qui se rappelle qu'il a successivement refoulé de son sol les Portugais, les Espagnols, les Anglais. Ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique. Mais les dénonciations de Jaurès resteront vaines. Et les soldats français continuent de partir en nombre vers le Maroc. Alors, dans un deuxième acte, c'est l'Allemagne qui pousse ses pions. Le Kaiser Guillaume II comprend que la France ne compte pas respecter l'accord d'Algésiras et qu'un partage du Maroc est devenu inéluctable. Il envoie au large d'Agadir ses croiseurs, le Panthère et le Berlin, menaçant d'intervenir militairement. Un coup d'Agadir qui permet à l'Allemagne d'exiger des compensations en contrepartie de son éventuel accord sur le découpage du pays. Et lors du troisième acte de ce drame marocain, en 1912, c'est une nouvelle fois un partage territorial entre Européens qui est finalement décidé. La France obtient un protectorat sur le Maroc comme elle le souhaitait. En échange, elle doit céder à l'Allemagne des terres françaises en Afrique équatoriale afin d'agrandir la colonie allemande du Cameroun. L'Italie, elle, est autorisée à s'installer en Libye. Quant à l'Espagne, elle gardera le contrôle du nord du Maroc, autour de Ceuta, ainsi qu'au sud, dans la province du Sahara occidental, appelée Rio de Oro. Comme elle le fait pour toutes ses conquêtes coloniales, c'est un militaire que la France choisit pour diriger son nouveau protectorat du Maroc. Lorsqu'il parade à cheval dans les rues de Casablanca, le général Hubert Lyautey a derrière lui une longue carrière d'officier colonial, passé par Madagascar, puis par l'Indochine. Après les campagnes violentes d'un Bugeaud ou d'un Gallieni, voici venu le temps d'un visionnaire de l'Empire, obsédé par la mission civilisatrice de la France. Mais Lyautey devra remettre à plus tard l'ambitieux plan qu'il a en tête pour le royaume. Car il doit faire face à un soulèvement généralisé des tribus marocaines qui n'acceptent pas le protectorat français. Alors, pour tenter de circonscrire la rébellion, le général fait venir de métropole et d'Afrique noire des milliers de soldats supplémentaires. Et l'armée française de s'enfoncer en direction du sud et de s'installer dans des campements à perte de vue. Ils sont 50 000 soldats dès 1912 et ils seront 70 000 en 1913. Lyautey veut obtenir la reddition des chefs de tribu par tous les moyens. Mais la France n'aura pas le temps de terminer sa campagne marocaine. Le général Lyautey doit brutalement interrompre ses opérations à l'été 1914, lorsque l'opposition entre l'Allemand Guillaume II et le Russe Nicolas II entraîne tout le continent européen dans la guerre. Pour surmonter l'épreuve qui l'oppose à l'Allemagne, la France va devoir mobiliser plus de 6 millions d'hommes. Mais elle peut désormais compter sur ses colonies, conquises depuis 1830. Plus de 600 000 soldats et 200 000 ouvriers vont ainsi venir d'au-delà les océans. Sur les plages de la Somme, comme sur les routes de Champagne, vont déferler l'impressionnante cavalerie des spahis algériens. Les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs venus d'Algérie et du Maroc, ceux arrivés de l'île de Madagascar, ceux
ceux venus de la lointaine Indochine, comme les soldats Kanak et Papous, débarqués des îles de l'océan Pacifique. Pour la première fois, les Français mesurent réellement l'importance de leur empire colonial qui va permettre au pays de tenir tout au long des 4 années de cette Première Guerre mondiale dévastatrice. Une guerre finalement remportée par la France et ses alliés, pendant laquelle 1 400 000 Français perdront la vie, dont plusieurs dizaines de milliers de tirailleurs. Et quand les soldats des colonies défilent sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire, la France, renaissant de ses cendres, compte plus que jamais renforcer son empire. Mais cet empire tout-puissant, qui s'apprête à vivre son apogée, est un colosse aux pieds d'argile. Et la France, si elle souhaite le conserver, devra y mener de profondes réformes. Ce qu'elle va s'avérer. En 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, 80 000 soldats venus des colonies ne rentreront jamais, tués dans les tranchées ou disparus dans le fracas des obus. Des monuments sont érigés à la gloire de ces soldats de l'Empire, de Hanoï en Indochine jusqu'à Casablanca au Maroc, où un cavalier français et un spahi d'Afrique du Nord deviennent des frères d'armes. Et aux survivants, la patrie reconnaissante. Alors l'état-major multiplie les remises de décorations à ses soldats émérites. Ceux que l'on moquait comme des sauvages ont payé par leur sang le prix du respect, à défaut de celui de l'égalité. Cet empire que la France veut croire tout-puissant va tout à coup être fragilisé dans plusieurs territoires. Et d'abord au Maroc, conquis en 1912, mais dont la pacification n'est pas encore terminée. Au lendemain de la guerre, le maréchal Lyautey avait engagé une ambitieuse politique de transformation du royaume chérifien. À Casablanca, le résident français peut contempler fièrement son œuvre. À côté de l'ancienne Médina et de ses remparts, le bâtisseur a construit une nouvelle ville, avec ses immeubles à l'architecture moderne et ses grandes avenues tracées par les Français. En quelques années, les chantiers se sont multipliés. Tous les architectes en vogue à Paris ont débarqué dans la ville blanche, façonnant un condensé d'architecture qui fera la légende de Casablanca. Et ce qu'il a entrepris à Casablanca, Lyautey l'a aussi réalisé à Rabat, la capitale, comme à Marrakech, la perle du Sud, ou encore en imaginant le port de Kénitra, dont il a signé en personne les plans de la nouvelle ville. Partout dans le pays, ont ainsi surgi des bâtiments de l'administration que les voyageurs de passage s'amusent à filmer, tant ils ont l'impression d'avoir été propulsés dans de petites villes de la province française. Le bâtisseur est obsédé par son royaume, dont il rêve de façonner chacune des routes, des villages ou des champs. Sa stratégie est celle de la tache d'huile civilisatrice qui doit se répandre dans tout le pays. Cette stratégie politique s'appuie notamment sur le sultan Moulay Youssef, qui a pris la suite de ses frères au moment du protectorat. Pour Hubert Lyautey, il faut renforcer le pouvoir politique et spirituel du sultan, car seul un sultan fort permettra de rallier les derniers chefs de tribus hostiles, au sud et à l'est de la zone occupée par les Français. Lyautey en est certain. La pacification du royaume sera définitivement acquise très bientôt.
Mais le subtil équilibre, patiemment élaboré par le maréchal, va soudainement être mis en péril par une révolte dans les montagnes du Rif. Le Rif, c'est un massif montagneux situé dans la zone occupée par les Espagnols depuis 1912, au nord du Maroc. Un massif difficile d'accès, de 300 km de long et 60 km de large, qui de tout temps a abrité des tribus hostiles à tout pouvoir extérieur. C'est au cœur de ce massif montagneux qu'Abdelkrim el-Khattabi, avec à peine 3000 hommes, met en déroute en 1921 l'armée espagnole, avant de proclamer l'indépendance de la République islamique du Rif. Parvenant à résister aux Espagnols pendant de longs mois, Abdelkrim s'imagine bientôt pouvoir libérer le royaume marocain tout entier, défiant à la fois le sultan Moulay Youssef et surtout le résident général Hubert Lyautey. Lyautey n'a pas senti venir le danger, préférant voir dans l'échec des Espagnols la confirmation de sa propre réussite. Mais cette fois, les troupes d'Abdelkrim menacent sérieusement la ville de Fès, et le gouvernement à Paris perd patience. Lyautey a trop tergiversé. Il n'est plus l'homme de la situation. C'est donc un autre maréchal, auréolé de sa victoire à Verdun, qui est dépêché sur place en urgence pour montrer à ses tribus ce qu'il en coûte de se dresser contre la France. Lorsque le maréchal Pétain atterrit à Casablanca en août 1925, le sort d'Hubert Lyautey est scellé. Le résident général préfère démissionner quelques semaines plus tard afin d'éviter l'humiliation d'un renvoi. À son départ du royaume, une foule compacte et silencieuse accompagne Hubert Lyautey sur le port de Casablanca pour un dernier adieu. Au même instant, le maréchal Pétain applique ses ordres avec zèle. Le gouvernement vient de s'engager dans une guerre d'ampleur, mobilisant jusqu'à 300 000 soldats français qui s'ajoutent aux 100 000 Espagnols pour partir à l'assaut du Rif marocain. À Paris, une partie de la classe politique ne va pas accepter cette nouvelle guerre coloniale. Une guerre qui va révéler les profondes contradictions qui existent au sein de la gauche française. Car c'est le même gouvernement du cartel des gauches qui lance les armées françaises au cœur du Maroc et qui a fait entrer lors d'une impressionnante cérémonie les cendres de Jean Jaurès au Panthéon. Jaurès, celui qui dans des discours enflammés était justement le plus violent pourfendeur de la première intervention française au Maroc en 1912. Pour les radicaux qui dirigent le gouvernement avec le soutien des socialistes de la SFIO, cet hommage national à Jaurès, assassiné en 1914, était pourtant le meilleur symbole possible du rassemblement de la gauche. Mais lorsque ce même gouvernement envoie le maréchal Pétain au chevet des Espagnols à l'été 1925, il déclenche une grave crise politique avec le tout nouveau Parti communiste français qui a fait scission du Parti socialiste et qui décide de marquer sa différence sur les questions coloniales. Pour la première fois, un parti politique va défendre le droit des peuples colonisés à se rebeller contre le colonisateur. Les communistes vont jusqu'à appeler les ouvriers français en octobre 1925 à une grève générale contre les guerres coloniales du gouvernement. Une dénonciation d'autant plus vive qu'au Rif marocain,
vient de s'ajouter en cet automne 1925 un nouveau front, au cœur du mandat français en Syrie, dans la province des montagnes druzes. Cette fois, c'est l'incompétence des administrateurs militaires qui a déclenché l'incendie. La communauté druze, fière de ses coutumes et des spécificités de sa religion musulmane, s'est en effet enflammée lorsque le jeune capitaine Carbillet a été nommé pour occuper la maison du gouverneur qui trône au sommet d'une colline caillouteuse et désertique. Malgré sa volonté de développer la région, l'officier est autoritaire et brutal, et il n'a que faire des traditions locales. Il devient très vite la bête noire des grandes familles, comme la famille El Atrache, qui structure la vie de la communauté depuis des siècles. Une incompréhension des militaires français à laquelle les Druzes sont à nouveau confrontés lorsqu'ils tentent de se plaindre auprès du haut-commissaire français au Levant, le général Sarrail. Sarrail est un officier à l'ancienne, attaché à la laïcité, qui ne veut pas comprendre ces territoires multiconfessionnels où les religions jouent un rôle essentiel. Le général ne prendra même pas la peine de recevoir la délégation druze. Une somme de vexation qui déclenche une violente révolte. Non seulement le jeune leader druze, Sultan El Atrache, remporte plusieurs batailles contre les Français, mais bientôt la révolte se transforme en une dangereuse révolution quand plusieurs tribus se joignent au mouvement pour chasser les Français de toute la Syrie. Les rebelles atteignent bientôt Damas. Alors, le général Gamelin, envoyé sur place pour mater la révolte, choisit la politique du chaos. Gamelin bombarde la capitale syrienne sans interruption pendant près de 60 heures. Après 3 jours, il ne reste rien des quartiers de Damas qui abritaient les rebelles. Progressivement, l'armée française va reprendre ses positions à Damas, puis dans tout le pays. C'en est bientôt fini de la grande révolte syrienne qui a fait vaciller le mandat français. Au même moment, à l'autre bout de la Méditerranée, le maréchal Pétain, fort de ses 48 bataillons, de ses 2 compagnies de chars et de ses 3 escadrilles d'avions, lance le 8 mai 1926 l'offensive finale contre la République du Rif d'Abdelkrim. Des villages entiers sont détruits. Des bombes asphyxiantes ont été larguées par l'aviation. Des milliers de civils ont été tués pendant l'offensive franco-espagnole. Abdelkrim el-Khattabi est obligé de se rendre aux soldats français, qui choisissent comme à chaque fois de l'exiler, à grand renfort de caméras. Le Rifin et sa famille prennent la direction de l'île française de la Réunion, à des milliers de kilomètres de leurs montagnes marocaines. À Paris, les révoltes du Maroc et de Syrie ont sonné comme un douloureux avertissement. Le gouvernement du cartel des gauches a conscience qu'il est impératif de réformer le système colonial. Mais pour y parvenir, il faut cesser de nommer des militaires à la tête des protectorats et des mandats français.
Le gouvernement décide donc que ce seront désormais des civils qui seront désignés au Maroc, au Liban et en Syrie. Quant aux grandes colonies françaises, elles vont être confiées à des responsables politiques expérimentés, qui auront l'autorité nécessaire pour les transformer. En juillet 1934, la France organise en grande pompe à Nancy les funérailles de l'un des plus célèbres héros de l'Empire, le maréchal Hubert Lyautey, mort dans sa 79e année. La disparition d'Hubert Lyautey, qui incarnait la flamboyance de l'aventure coloniale française depuis son action au Maroc, est pour le gouvernement l'occasion idéale d'encenser l'œuvre civilisatrice de la France. Le transfert de la dépouille d'Hubert Lyautey vers ce royaume qu'il a façonné et où il voulait reposer devient ainsi le prétexte pendant plusieurs semaines de vanter dans les actualités cinématographiques l'action du maréchal dans le pays. Jetons un regard rapide sur l'œuvre que le génie de Lyautey a accomplie dans ce pays, tandis que le peuple marocain reconnaissant accueille ses cendres avec émotion, avec tendresse. Le Maroc fut d'abord doté des routes qui lui faisaient défaut. En quelques années, des villes modernes surgirent là où se trouvaient naguère de misérables bourgades. Des travaux d'art d'une importance capitale furent entrepris, tels le barrage de l'Oued-Nfis au sud de Marrakech. Le sous-sol marocain contenait des richesses inemployées, telles les mines de phosphate de Kouriga, qui furent mises en exploitation par le maréchal Lyautey et représentent pour le gouvernement chérifien une source de revenus très importante. Le maréchal Lyautey a enfin favorisé la création de nombreuses œuvres sociales. En réalité, loin de ces images de propagande, les difficultés des autorités françaises s'accumulent et la situation économique et sociale du pays est loin de ce bilan flatteur. L'armée française, en 1934, vient juste de terminer la longue et douloureuse pacification du pays, en soumettant les dernières tribus à l'est et au sud, après 25 années d'opérations militaires. Une pacification qui visait à unifier le royaume sous l'égide d'un seul chef, que la France avait choisi, le sultan Sidi Mohamed, monté sur le trône en 1927 à la mort de son père. Mais ce schéma inventé par Lyautey va être fragilisé dans ces années 30, et notamment par la faute des Français eux-mêmes. Pour asseoir encore plus le pouvoir de la France, un projet de circulaire administrative prévoit de distinguer au sein du Maroc arabes musulmans d'un côté et berbères de l'autre. Le sultan Sidi Mohamed devient alors paradoxalement le ciment d'une nouvelle contestation nationaliste. Au nom de l'unité du royaume menacé par les Français, les jeunes étudiants Alal El-Fassi et Ahmed Balafrej fondent en 1934 le Comité d'action marocain. Et ce combat, ils choisissent de le mettre au service de celui-là même qui servait de paravent à la France, le sultan, devenu à leurs yeux le meilleur garant de l'intégrité marocaine. Quant à la situation sociale du pays, les sujets d'actualité ne montreront pas l'apparition de quartiers faits de tôle qui se constituent dans la périphérie de Casablanca. Un enchevêtrement d'abris précaires qui rassemble notamment tous ces paysans qui ne parviennent plus à survivre dans les campagnes et qui espèrent trouver dans la ville de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Des quartiers de Casablanca qui frappent tant les visiteurs qu'on leur donne bientôt l'étrange surnom de bidonville. Pour rappeler que toutes les maisons sont fabriquées à partir de tôles de métal issues de bidons d'essence. Bidonville, une appellation qui entrera ensuite dans le langage courant,
pour désigner tous les quartiers déshérités à la périphérie des grandes villes du monde. Et ce que les actualités cinématographiques montreront encore moins que ces bidonvilles, c'est le quartier de Casablanca qui a été bâti juste en face. Un quartier pourtant construit de toutes pièces par des architectes français de renom, sur le modèle d'une médina, avec ses portes et ses jolies fontaines. Un quartier que tous les habitants de la ville connaissent et qui s'appelle Bousbir. Bousbir, c'est l'endroit réservé à la prostitution. Un quartier fermé et gardé qui rassemble plus de 500 femmes marocaines à la disposition de la petite société coloniale comme des touristes européens. Ces images du quartier réservé de Bousbir sont des rushs tournés par un opérateur Gaumont au Maroc, mais qui à l'époque n'ont pas été montrés. Construit en 1922, au moment où Lyautey planifie l'édification des villes modernes du pays, Bousbir est né de la volonté des autorités de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en raison du développement de la prostitution. Un quartier entier de 160 mètres sur 150, entouré d'un haut mur aveugle, avec une seule porte d'accès monumentale. Et à l'intérieur, des commerces, un coiffeur, des cafés. Et bien sûr, ses habitantes bien particulières. Des femmes qui ne peuvent sortir du quartier qu'une fois par semaine, après avoir obtenu un permis de la police et du médecin. Une prison à ciel ouvert pour ces travailleuses du sexe, photographiée ici par la photoreporter Denise Bellon dans les années 30. Si Casablanca a Bousbir, les villes de Tunisie et d'Algérie ont aussi leur quartier réservé, que l'on tente de contrôler pour les mêmes raisons sanitaires. Depuis les débuts de la colonisation, une des motivations pour les candidats au départ, c'est cette promesse insidieuse de femmes offertes et soumises, et qui paraissent mises à la disposition des Blancs. Et dans une répétition à l'infini des mêmes gestes de domination, les Européens semblent prendre les corps pour bien signifier qu'ils ont pris les pays. Des images dérangeantes qui témoignent du grand marché sexuel qu'est alors devenu l'Empire. Bien loin de la propagande officielle sur l'incroyable œuvre civilisatrice de la France.